Je m'appelle Olivier Bégin-Carouette, je suis professeur agrégé en enseignement supérieur comparé, titulaire de la chaire de recherche du Canada en enseignement supérieur comparé international. Je suis aussi l'un des coordonnateurs de l'École interaméricaine d'enseignement supérieur ESIES. Donc, bienvenue à cette séance d'information. Ça va être assez court. Je vais présenter des éléments de base et puis après, ben, je répondrai aux questions s'il y en a. Donc, je vais présenter les CS, les objectifs d'apprentissage, quelles seront les activités de formation, logistique, coût, financement et répondre aux questions. Tout d'abord, c'est quand même intéressant de savoir que cette initiative-là, elle est ancrée dans le temps. Tout d'abord, en 2019, les trois membres cofondateurs du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, le LIRES, ont organisé la première école doctorale sur l'enseignement supérieur à laquelle avaient participé 23 doctorants de l'Université de Guadalajara. Ça s'est extrêmement bien passé et après ça, l'équipe du LIRES a continué à développer ses liens avec des partenaires de toutes les Amériques. En novembre 2023, il y a des chercheurs de 9 universités et centres de recherche dans 7 pays qui ont convenu, à l'aide d'une entente, qu'ils allaient organiser une première école interaméricaine sur l'enseignement supérieur. Ça a été un travail pendant 2 ans et cette première école s'est tenue. Donc, l'idée, c'était l'organisation d'une école trilingue, français, espagnol et portugais, à l'intention des doctorants et des postdoctorants qui s'intéressent à l'enseignement supérieur. Pour faciliter l'organisation, les collègues des différents pays se sont associés à l'Organisation universitaire interaméricaine qui représente près de 300 établissements dans toutes les Amériques. En 2025, en octobre 2025, s'est tenue la toute première école interaméricaine sur l'enseignement supérieur, soit du 17 au 24 octobre. Et la première s'est donc tenue à San José, au Costa Rica. Il y avait 36 participants de 20 établissements de 9 pays. Ces participants-là ont pu, bon, il y avait une conférence d'ouverture, il y avait 8 ateliers, il y avait des colloques de thèse où les personnes étudiantes pouvaient partager l'avancement de leurs travaux. Et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur cette édition de 2025, ben, vous pouvez toujours aller sur lires.ca/SIS. Et voilà, donc j'ai mis certaines photos de l'année passée déjà. Ça ne fait pas tout à fait encore un an, mais voilà. Et fort de ce succès de 2025, l'équipe a décidé de recommencer en 2026. L'objectif, l'école vise 2 objectifs généraux. D'abord, renforcer la formation des doctorants et des postdoctorants en matière d'enseignement supérieur et de créer un espace commun de collaboration et d'échange interinstitutionnel pour promouvoir la mobilité académique internationale. C'est une activité de mobilité physique. L'activité se fait en personne uniquement. Il y a donc cette idée de se déplacer, de rencontrer des gens d'ailleurs, de découvrir d'autres cultures, d'autres lieux, et à travers cette activité, évidemment, de renforcer la formation sur l'enseignement supérieur qui est un champ d'études qui se structure lentement dans les différents contextes des Amériques, surtout plus lentement dans des contextes, disons, non anglophones que, par exemple, dans des contextes anglophones. Donc, c'est intéressant d'avoir accès à des experts d'un peu partout dans les Amériques qui nous offrent des ateliers, des présentations, vraiment à la fine pointe des connaissances actuelles. Comme il s'agit d'une activité de formation, nous avons défini 5 compétences à développer, donc acquérir des connaissances de pointe dans le domaine de l'enseignement supérieur en adoptant une approche critique dans l'analyse d'informations, adapter et appliquer des connaissances acquises dans divers contextes culturels, linguistiques et institutionnels dans les Amériques, communiquer clairement et efficacement les résultats de la recherche, renforcer la collaboration et le réseautage universitaire et développer la capacité à favoriser le dialogue interculturel, et ça c'est quand même une des forces de cette école, et la création de communautés d'apprentissage interculturel en enseignement supérieur. Donc voilà les compétences qu'on vise à développer avec cette activité. Les activités de formation comme telles, si vous vous inscrivez à cette prochaine école interaméricaine, ben, tout d'abord, il va y avoir, une fois que vous avez la confirmation de votre inscription, que vous avez payé les frais, etc., vous aurez accès à d'abord une activité préparatoire, probablement en septembre. Donc, au moins,
idéalement un mois avant l'activité comme telle. C'est une activité préparatoire en ligne qui permet de présenter l'école, présenter les participants, présenter les ateliers aussi, présenter les lectures qui seront à faire ou les devoirs qui seront à faire pendant l'école. Voilà. Puis un atelier sur la recherche en enseignement supérieur. Puis il y aura, pendant l'activité, l'école interaméricaine, ben, évidemment une conférence d'ouverture, des ateliers thématiques, des colloques étudiants qui permettront aux personnes étudiantes de présenter l'avancement de leurs travaux, des activités de réseautage et de collaboration, de même que la rencontre avec des chercheurs universitaires du Chili, parce que si vous ne le savez pas encore, et je vais donner la précision tantôt, l'École interaméricaine sur l'enseignement supérieur de 2026 se déroulera au Chili. À la suite de tout ça, les participants reçoivent une attestation de participation et un badge numérique accréditant qui est fourni par l'Organisation universitaire interaméricaine, l'OUI. Cette année, nous avons décidé de regrouper les ateliers non pas sur... Oups, j'espère que j'ai pas trop... il y a eu comme un petit lag. Donc, les ateliers cette année ne seront pas regroupés nécessairement selon les thèmes, mais selon des axes de formation. Donc, d'abord, l'activité du chercheur ou de la chercheuse dans l'enseignement supérieur. Donc, des ateliers qui vont être liés aux recherches, à la façon de mener de la recherche, à des éléments reliés à l'EDI, aux ressources informationnelles, etc. Des ateliers dans un autre axe qui est le travail enseignant dans l'enseignement supérieur, puisque l'école s'adresse à des doctorants et à des postdoctorants. Plusieurs d'entre eux enseignent déjà ou souhaitent enseigner au supérieur. Il y aura donc tout un travail au niveau de la pédagogie, de la didactique, de l'identité professionnelle de l'enseignant au supérieur, etc. Évidemment, faire la recherche et être un spécialiste de l'enseignement supérieur, c'est pas juste savoir comment faire de la recherche et comment enseigner, c'est aussi connaître quels sont les grands enjeux, quels sont les grands défis stratégiques de l'enseignement supérieur, qu'ils soient liés aux politiques, qu'ils soient liés aux pratiques, qu'ils soient liés à différents thèmes liés à l'enseignement supérieur, l'internationalisation, la réussite étudiante, la santé mentale. Il y a plein de thèmes qui pourront être abordés. Les défis qui seront choisis, parce qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble des défis, seront sélectionnés bientôt par le comité académique de l'école. Et finalement, puisque nous nous retrouvons dans un pays hôte, il est essentiel de prendre cette occasion qui nous est offerte pour connaître davantage ce pays qui nous accueille, la culture qui nous accueille et aussi le système d'enseignement supérieur. Étant un chercheur en enseignement supérieur comparé, je peux vous dire qu'une des choses qui est la plus fascinante, c'est que nous avons tendance à penser que ce qui se fait chez nous, et chez nous, peu importe où vous êtes, c'est ce qui se fait ailleurs. Or, la découverte des systèmes, de comment le système est structuré, la place du privé ou du public en enseignement supérieur, le financement de la recherche, est-ce que la recherche est faite dans les universités ou ailleurs, qui a accès à l'enseignement supérieur, quelle est la formation préalable des personnes qui y enseignent, comment les établissements sont gérés, comment l'État intervient ou pas, est-ce qu'il y a de l'assurance qualité, est-ce qu'on protège la liberté académique, peu importe. Tout ça, ça varie énormément selon les juridictions. Donc, il va y avoir évidemment un axe qui concerne cette thématique-là. Voilà. Maintenant, logistique. Donc, lieu, l'école va se tenir à l'université de Playa Ancha, à Valparaiso. Valparaiso, qui est une magnifique ville sur le bord du Pacifique au Chili. Je vous ai mis une petite photo. Endroit où j'ai eu la chance de vivre quelque temps et c'est extraordinaire. C'est une ville qui est à 1h30 de Santiago, la capitale du Chili. Donc, il est tout à fait possible de découvrir Santiago, découvrir Valparaiso. Cette année, l'école est plus courte. Elle sera donc offerte du 21 au 28 octobre 2026.
Donc, ça, c'est un élément important à prendre en compte. C'est donc une semaine, du mercredi au mercredi. Ça couvre en partie, du moins, les semaines de lecture, selon l'université dans laquelle vous êtes. Euh, Par rapport au coût, c'est quand même un coût qui est important. Donc, il y a, puisque l'organisation de cette école est chapeautée par l'Organisation universitaire interaméricaine, l'OUI, il y a deux niveaux de coût. Donc, si vous êtes une personne étudiante membre d'un établissement ben, pas membre, si vous êtes étudiant dans un établissement qui est membre de l'OI, vous pouvez aller sur le site de l'OI pour voir quels sont les établissements membres. Le tarif sera de 1500 dollars américains. Si vous êtes dans un établissement qui n'est pas membre de l'OI, le tarif sera de 1800 dollars américains. Le prix comprend l'inscription à l'activité, les nuits d'hôtel, et ça c'est quand même important de le mentionner parce que le plus gros du coût en fait, c'est l'hôtel. Ça comprend aussi les dîners, les lunchs, un souper de bienvenue, la traduction simultanée, parce que nous allons parler des langues. En fait, je pourrais peut-être vous en parler tout de suite. Vous avez vu, là, je l'ai présenté, c'est une activité trilingue, français, espagnol, portugais. Et l'idée, c'est qu'il y a des formations en français, en portugais et en espagnol, avec traduction simultanée, avec des diapositives dans les différentes langues, avec des lectures qui sont accessibles pour les personnes de différentes langues. Et donc, évidemment, cette traduction simultanée, nous utilisons l'intelligence artificielle pour le faire. Ça fonctionne relativement bien. Et donc, ça permet aussi l'objectif de ça, en fait, c'est de respecter la diversité culturelle et la diversité linguistique qui marque les Amériques, le continent des Amériques. Donc, c'est important pour nous. Ça couvre évidemment donc le prix aussi, les heures de formation et le certificat de participation qui vous sera remis à la fin. Donc, les personnes donc si vous êtes étudiante ou étudiant, vous savez que plusieurs établissements offrent des bourses de mobilité sortante. À l'Université de Montréal, c'est des bourses de ce qu'ils appellent formation hors les murs. Dans certains cas, par exemple, à l'Université de Montréal, il faut que l'activité soit créditée. Dans le cas d'une personne qui est au doctorat, le caractère crédité peut devenir compliqué. Il y a donc la possibilité, une entente avec UDM International, qui permet que si vous êtes étudiante ou étudiant au doctorat et que vous avez une lettre de votre direction de recherche qui confirme que l'activité sera est nécessaire ou du moins importante pour votre formation, l'activité sera donc sera considérée comme contributoire à votre diplomation et donc vous serez admissible à cette bourse. Voilà. Euh, L'inscription se fait directement sur le site de l'OUI. J'ai mis le site là-dessus, mais si vous tapez dans Google OUI, SIS ou École interaméricaine, vous allez le voir. De toute façon, en ce moment, sur le LinkedIn de l'OUI, il y a plusieurs posts. L'admissibilité, je le rappelle, vous devez être une personne inscrite au doctorat ou en train de compléter un stagiaire un stage postdoctoral non pas au moment, mais au moment de l'inscription. Évidemment, c'est une école qui porte sur l'enseignement supérieur, donc on va vous demander sur quel sujet travaillez-vous. Et évidemment, il y a une priorisation qui est faite pour les personnes qui travaillent sur le sujet de l'enseignement supérieur. C'est l'intérêt. Euh, le nombre de participants, c'est pas un congrès à 300 personnes, c'est une activité qui est à taille humaine qui permet un suivi plus personnalisé. Donc, le nombre de participants maximal est de 40. Euh, voilà pour ce que je voulais dire à ce niveau-là. Je réfléchis. Et puis bon, après, il y aura peut-être des questions. Si jamais, ben, peut-être que je pourrais le dire maintenant. Euh, Il n'est pas impossible pour une personne qui a participé à l'école interaméricaine de 2025 de participer à l'école interaméricaine de 2026. Ceci étant dit, le comité académique a quand même fait le choix de
valoriser une plus grande accessibilité. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais les places venaient à être limitées, une priorité serait accordée aux personnes qui n'ont pas déjà participé à l'école. Après, ça ne veut pas dire que les personnes qui ont participé à l'école précédemment ne peuvent pas s'inscrire et on essaie comme comité de réfléchir à un autre type d'activité qui pourrait permettre de maintenir le lien entre la communauté d'apprentissage qu'on a créée en 2025. Mais c'est quand même important de le savoir. Qu'il y a cette réflexion-là qui est faite par le comité, d'essayer d'être le plus ouvert à un maximum de personnes.